Et si chaque moment de ta vie existait déjà, figé quelque part dans une dimension que tu ne peux pas voir? Et si hier, aujourd'hui et demain se déroulaient simultanément comme les pages d'un livre posé sur une table? Et si ce que nous appelons le temps, ce flux qui nous emporte de la naissance à la mort, n'était qu'une illusion fabriquée par ton cerveau pour donner un sens à une réalité bien plus étrange? Nous avons tous appris dès l'enfance que le temps avance, que le passé est derrière nous, que le futur est devant, et que nous vivons dans ce mince fil qu'on appelle le présent. Mais une série de découvertes en physique quantique, en neurosciences et en cosmologie suggère quelque chose d'impossible. Quelque chose qui ébranle les fondations mêmes de notre expérience humaine. Il se pourrait que le temps tel que nous le connaissons ne soit qu'une construction. Un mensonge rassurant que notre conscience se raconte pour ne pas sombrer dans le vertige de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 dimensions de cette énigme. D'abord, nous plongerons dans la théorie du bloc-univers, cette idée radicale selon laquelle tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera existe déjà, gelé dans une structure quadridimensionnelle où le passé, le présent et le futur coexistent. Ensuite, nous examinerons les expériences scientifiques troublantes qui remettent en question l'ordre même des événements, des particules qui semblent communiquer à travers le temps, des choix faits dans le futur qui influencent le passé. Enfin, nous nous tournerons vers notre propre esprit, cette machine extraordinaire qui fabrique le sentiment du maintenant, cette sensation intime que nous sommes ici, dans cet instant précis, alors que la réalité objective pourrait ne pas connaître de tel instant. Respire profondément. Ce que tu t'apprêtes à découvrir ne te quittera plus. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères les plus profonds de la conscience, du cosmos et de la nature même de la réalité. Ici, nous ne nous contentons pas de survoler les questions. Nous plongeons au cœur des paradoxes, là où la science rencontre la philosophie, où l'observable défie l'imaginable. Nous sommes des explorateurs du possible, des chercheurs de vérité cachés derrière le voile de l'évidence. Installe-toi confortablement. Ferme les distractions autour de toi. Ce voyage demande ta pleine attention, mais il te récompensera avec des perspectives qui transformeront ta façon de percevoir chaque seconde de ton existence. Si tu es le genre de personne qui aime remettre en question les certitudes, qui trouve du plaisir dans le vertige intellectuel, alors tu es au bon endroit. Et si c'est ta première visite ici, sache que nous publions régulièrement des explorations comme celle-ci. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette quête vers les frontières de la compréhension humaine. Maintenant, commençons par une question simple en apparence. Qu'est-ce que le temps? Demande à 10 personnes et tu obtiendras 10 réponses différentes. Pour certains, c'est ce que mesure une horloge. Pour d'autres, c'est le changement, le mouvement des planètes, le vieillissement de notre corps. Pour les poètes, c'est un fleuve qui nous emporte. Pour les physiciens, c'est une dimension, une coordonnée dans l'espace-temps, au même titre que la longueur, la largeur et la hauteur. Mais voici où les choses deviennent étranges. Selon la physique moderne, le temps ne s'écoule pas vraiment. Cette sensation d'écoulement, ce sentiment que les secondes passent, que nous avançons du passé vers le futur, serait une sorte d'hallucination collective. Une propriété émergente de notre conscience, pas une caractéristique fondamentale de l'univers. Pense à un film. Sur la pellicule, toutes les images existent simultanément. La première scène et la dernière scène sont aussi réelles l'une que l'autre. Elles ne se succèdent pas vraiment. C'est seulement quand la pellicule passe devant la lumière du projecteur que nous percevons un mouvement, une histoire qui se déroule. Notre vie pourrait être exactement comme cela. Un bloc solide d'événements tous également réels, tous existant en même temps, et notre conscience serait simplement le projecteur qui illumine une tranche après l'autre, créant l'illusion du passage. Cette idée s'appelle l'éternalisme, ou plus communément, la théorie du bloc-univers. Et elle n'est pas une fantaisie philosophique.
Elle découle directement des équations de la relativité d'Einstein, ces équations qui ont révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps, de la gravité et de la lumière. Revenons en arrière un instant. Avant Einstein, nous pensions tous que le temps était absolu, universel, que si deux événements se produisaient en même temps pour une personne, ils se produisaient en même temps pour tout le monde dans l'univers, que le présent était une sorte de plan qui coupait tout le cosmos, séparant clairement le passé du futur. Newton voyait le temps comme un fleuve cosmique qui coulait à la même vitesse partout, indépendamment de ce qui se passait dans l'univers. Mais en 1905, tout a changé. Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte et a démontré quelque chose de profondément dérangeant. Le temps n'est pas absolu. Il n'y a pas de présent universel. Deux observateurs en mouvement relatif, l'un par rapport à l'autre, ne seront pas d'accord sur ce qui se passe maintenant. Pour l'un, deux événements distants peuvent être simultanés. Pour l'autre, l'un se produit avant l'autre. Et les deux ont raison. Il n'y a pas de juge cosmique qui pourrait trancher et dire qui a raison. La simultanéité est relative. Imagine deux astronautes, l'un sur Terre et l'autre voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière vers une étoile lointaine. Si l'astronaute terrestre pouvait voir instantanément ce qui se passe sur une planète à 100 années-lumière, il verrait un certain moment de l'histoire de cette planète. Mais l'astronaute en mouvement, regardant exactement au même instant selon sa propre horloge, verrait un moment complètement différent. Peut-être un moment qui, pour le terrestre, appartient au futur ou au passé. Le présent de l'un n'est pas le présent de l'autre. Ce constat a des implications vertigineuses. Si le présent n'est pas universel, si ce qui est maintenant dépend de ton mouvement, alors qu'est-ce que cela signifie de dire que seul le présent existe? Comment le futur pourrait-il ne pas encore exister s'il est déjà le présent pour quelqu'un d'autre? Comment le passé pourrait-il avoir cessé d'exister s'il est encore le présent pour un observateur en mouvement? La conclusion logique est troublante mais inévitable. Si tous les observateurs ont des présents différents, et si tous ces présents sont également valides, alors tous les moments doivent exister de manière égale. Le passé existe encore. Le futur existe déjà. Ils sont simplement ailleurs dans le bloc univers, aussi réels que l'instant que tu vis en ce moment même. Pense à l'espace. Tu n'as aucun mal à accepter que Paris et Tokyo existent en même temps, même si tu ne peux pas les voir tous les deux simultanément. Ils sont simplement à des endroits différents. De la même manière, ton toi d'enfant et ton toi de vieillard existent tous les deux. Pas dans le même endroit du temps, mais ils existent néanmoins. Le temps serait simplement une autre direction dans laquelle les choses sont séparées, comme l'espace. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la réalité. Dans le bloc univers, tout ton parcours de vie, de ta naissance à ta mort, est une structure fixe, immuable. C'est ce qu'on appelle parfois ton ver de temps, une sorte de tube qui serpente à travers les 4 dimensions de l'espace-temps. Chaque moment de ta vie est une tranche de ce tube, et toutes ces tranches existent simultanément dans l'éternité. Cela signifie que rien ne change vraiment. Le changement est une illusion créée par notre voyage subjectif le long de notre ligne de vie. Imagine que tu regardes un paysage depuis un train. Les arbres défilent, les maisons apparaissent et disparaissent. Tu as l'impression de mouvement, de changement. Mais en réalité, le paysage est statique. C'est toi qui te déplaces. De même, l'univers bloc est statique, gelé dans une éternité quadridimensionnelle. C'est seulement notre conscience qui se déplace le long de notre ligne de vie, illuminant un moment après l'autre, créant l'illusion du flux temporel. Mais attendez, si tout existe déjà, si le futur est déjà là, figé et déterminé, qu'advient-il du libre arbitre? Si l'univers est un bloc solide où chaque événement a déjà sa place, alors nos choix sont-ils réels? Où sommes-nous
simplement en train de suivre un script déjà écrit, des acteurs qui découvrent leurs lignes au fur et à mesure, mais qui n'ont aucun pouvoir pour les changer. C'est une question qui a torturé les philosophes depuis que la théorie du bloc-univers a été formulée. Et il n'y a pas de réponse facile. Certains disent que le libre arbitre est compatible avec le bloc-univers, que nos choix font partie de la structure du bloc, que même si tout existe déjà, nos décisions sont toujours réelles parce qu'elles sont les causes qui ont créé le bloc tel qu'il est. D'autres rejettent complètement le libre arbitre et embrassent un déterminisme absolu où tout ce qui arrive devait arriver exactement comme cela s'est produit. Mais peut-être que nous posons la mauvaise question. Peut-être que le libre arbitre et le déterminisme ne sont pas incompatibles. Peut-être qu'ils sont simplement deux façons différentes de décrire la même réalité, vues à de perspectives différentes. Laisse cette pensée reposer un instant. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, explorons plus profondément les preuves scientifiques qui soutiennent cette vision troublante de la réalité. La relativité d'Einstein nous dit que l'espace et le temps sont intimement liés, qu'ils forment un tissu unique appelé espace-temps. Et ce tissu peut être courbé, tordu, déformé par la présence de masse et d'énergie. C'est ce que nous expérimentons comme la gravité. La Terre ne tire pas vraiment sur toi avec une force invisible. Elle courbe l'espace-temps autour d'elle et tu suis simplement la géométrie de cet espace-temps courbé. Cette courbure affecte aussi le temps. Le temps s'écoule plus lentement près d'un objet massif qu'il ne le fait loin de cet objet. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Cela a été mesuré avec une précision extraordinaire. Des horloges atomiques placées à différentes altitudes sur Terre montrent des différences mesurables. Une horloge au sommet d'une montagne tourne légèrement plus vite qu'une horloge au niveau de la mer, parce qu'elle est un peu plus loin du centre de gravité de la Terre. Cet effet devient dramatique près d'objets extrêmement massifs. Près d'un trou noir, le temps ralentit tellement que si tu pouvais observer quelqu'un tomber vers l'horizon des événements, tu le verrais ralentir de plus en plus, se figant presque, sans jamais vraiment franchir cette frontière invisible. Pour la personne qui tombe, cependant, le temps semble parfaitement normal. Elle franchirait l'horizon en un temps fini selon son horloge. Cette différence n'est pas une bizarrerie technique. C'est une démonstration directe que le temps n'est pas une entité universelle et absolue. Il est local, relatif, malléable. Et si le temps peut être étiré et compressé comme de la pâte à modeler, si différentes régions de l'univers peuvent expérimenter le temps à des vitesses différentes, alors il devient très difficile de maintenir l'idée que le temps s'écoule de manière objective. Mais peut-être que la preuve la plus frappante vient de la structure même des équations d'Einstein. Quand les physiciens écrivent les équations de la relativité générale, le temps apparaît comme une coordonnée, exactement comme l'espace. Il n'y a rien dans ces équations qui indique que le temps s'écoule. Rien qui distingue le passé du futur. Rien qui marque un présent spécial. Les équations traitent l'univers comme un objet quadridimensionnel complet. Elles décrivent la géométrie de l'espace-temps dans son ensemble, pas son évolution. C'est comme si tu dessinais une carte d'un territoire. La carte montre toute la région en même temps. Elle ne montre pas le territoire en train de se développer ou de changer. De la même manière, les équations d'Einstein décrivent tout l'espace-temps d'un coup, de la naissance de l'univers jusqu'à sa mort éventuelle, comme une structure unique et complète. Ce langage mathématique suggère fortement que la réalité fondamentale est intemporelle, que l'univers, dans son essence la plus profonde, ne connaît pas de passé, de présent ou de futur. Ces catégories sont des constructions de notre expérience consciente, pas des caractéristiques de la réalité objective. Et puis, il y a la mécanique quantique. Ah, la mécanique quantique. Cette théorie étrange et merveilleuse qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie aux échelles les plus petites. Une théorie qui a résisté à tous les tests expérimentaux depuis plus d'un siècle, mais qui reste profondément contre-intuitive. La mécanique quantique introduit une autre couche de mystère dans notre compréhension du temps. Parce que dans le monde quantique, les choses deviennent encore plus bizarres.
Les particules peuvent exister dans des superpositions d'états, étant à plusieurs endroits en même temps jusqu'à ce qu'elles soient observées. Elles peuvent être intriquées, liées d'une manière qui transcende l'espace et peut-être même le temps. Et certaines expériences semblent montrer que les effets peuvent précéder leur cause, que des décisions prises dans le futur peuvent influencer des événements dans le passé. Ces expériences de choix retardés nous forcent à reconsidérer l'ordre causal que nous tenons pour acquis. Mais nous y plongerons plus profondément dans un instant. Pour l'instant, retenons cette idée centrale. La physique moderne, que ce soit la relativité ou la mécanique quantique, remet en question notre notion intuitive du temps comme un flux objectif. Elle suggère que le temps pourrait être très différent de ce que nos sens nous disent. Alors pourquoi avons-nous cette sensation si forte que le temps s'écoule? Pourquoi sentons-nous que nous vivons dans un présent qui se déplace constamment du passé vers le futur? Si le bloc univers est réel, si tous les moments existent également, pourquoi ne sommes-nous pas conscients de toute notre vie en même temps? Pourquoi cette expérience fragmentée, instant par instant? La réponse se trouve peut-être dans la structure de notre cerveau et dans la nature de la conscience elle-même. Notre cerveau n'est pas conçu pour percevoir la réalité telle qu'elle est. Il est conçu pour nous aider à survivre. Et pour survivre, nous avons besoin d'un modèle de la réalité qui est utile, pas nécessairement vrai. Le cerveau construit notre expérience du temps de la même manière qu'il construit notre expérience des couleurs. Les couleurs n'existent pas vraiment dans le monde extérieur. Ce qui existe, ce sont des ondes électromagnétiques de différentes longueurs. Mais notre cerveau interprète ces longueurs d'onde et crée l'expérience subjective de la couleur. Le rouge que tu vois n'est pas une propriété de la lumière. C'est une construction de ton cerveau. De même, le temps que tu expérimentes n'est pas une propriété de l'univers. C'est une construction de ton cerveau. Un modèle utile qui organise les informations sensorielles en une séquence cohérente, qui crée un sentiment de continuité, de causalité, de narrativité. Ton cerveau prend des instantanés du monde, des tranches de réalité, et les assemble en une histoire fluide. Il filtre, il sélectionne, il ordonne. Il crée des souvenirs du passé, des anticipations du futur et une conscience focalisée sur le présent. Mais tout cela est une fabrication, une réalité virtuelle créée par des milliards de neurones pour donner un sens à un univers qui, en lui-même, ne connaît pas de tel flux. Il y a même des preuves neurologiques directes de cette construction. Des expériences ont montré que ce que nous percevons comme le présent n'est pas vraiment le présent. Il y a un délai entre le moment où quelque chose se produit et le moment où nous en devenons conscients. Notre cerveau a besoin de temps pour traiter les informations sensorielles, pour les intégrer, pour construire une expérience cohérente. Ce délai est court, seulement quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Mais il est mesurable. Et plus étonnant encore, notre cerveau dissimule ce délai. Il rétroprojette l'expérience consciente dans le temps pour créer l'illusion que nous percevons les choses instantanément. Il triche, en quelque sorte, pour maintenir l'illusion d'un présent immédiat et cohérent. Pense à cela un instant. Chaque fois que tu crois vivre le moment présent, tu vis en réalité un moment qui s'est déjà produit il y a une fraction de seconde. Ton cerveau te présente une version retouchée, éditée, synchronisée de la réalité. Il assemble les signaux visuels, auditifs, tactiles, qui arrivent à des vitesses différentes et crée une expérience unifiée du maintenant. Mais ce maintenant est une reconstruction, une simulation interne. Et cette simulation ne se contente pas d'organiser le présent. Elle construit aussi notre sens du passé et du futur. Les souvenirs ne sont pas des enregistrements fidèles. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau reconstruit ce souvenir à partir de fragments dispersés. Il comble les trous, il modifie les détails, il intègre de nouvelles informations. Tes souvenirs changent à chaque fois que tu y accèdes. Le passé que tu crois connaître est en partie une fiction créée dans le présent. Et le futur,
Ton cerveau est une machine à prédire. Il passe son temps à anticiper ce qui va se produire dans la prochaine seconde, la prochaine minute, la prochaine heure. Ces prédictions façonnent ta perception du temps. Elles créent un sentiment d'attente, de devenir, de possibilité. Mais là encore, ce sont des constructions mentales. Des modèles générés par ton cortex préfrontal pour te préparer à agir. Alors voilà où nous en sommes. La physique nous dit que le temps pourrait ne pas s'écouler objectivement, que tous les moments pourraient exister simultanément dans un bloc univers éternel. Et les neurosciences nous disent que notre expérience subjective du temps est une construction du cerveau. Une illusion nécessaire, peut-être, mais une illusion quand même. Cela soulève une question vertigineuse. Si le temps tel que nous le connaissons est une illusion, qu'est-ce qui est réel? Existe-t-il une réalité objective derrière nos perceptions? Ou tout est-il construction, interprétation, simulation? Certains physiciens vont encore plus loin. Ils suggèrent que le temps pourrait être une propriété émergente, quelque chose qui apparaît à grande échelle, mais qui n'existe pas au niveau fondamental. De la même manière que la température est une propriété émergente du mouvement moléculaire, le temps pourrait émerger de quelque chose de plus basique. Au niveau le plus profond de la réalité, au niveau quantique, il se pourrait qu'il n'y ait pas de temps du tout. Il y aurait simplement des relations, des corrélations, des intrications entre des états quantiques. Et ce réseau de relations donnerait naissance, à notre échelle, à l'expérience du temps. Cette idée est explorée dans une approche appelée gravité quantique, qui tente de réconcilier la relativité générale avec la mécanique quantique. L'une des propositions les plus fascinantes est celle de Carlo Rovelli et de ses collègues, qui ont développé une théorie appelée gravité quantique à boucle. Dans cette théorie, le temps disparaît complètement au niveau fondamental. Les équations décrivent un univers atemporel et le temps que nous expérimentons émerge seulement comme une approximation à grande échelle. Rovelli utilise une métaphore puissante. Il compare le temps à la chaleur. Autrefois, nous pensions que la chaleur était une substance, un fluide appelé calorique qui coulait des objets chauds vers les objets froids. Mais nous avons découvert que la chaleur n'est pas une substance. C'est simplement le mouvement aléatoire des molécules. La chaleur émerge du mouvement, mais au niveau fondamental, il n'y a que des particules en mouvement, pas de chaleur en soi. De même, dit Rovelli, le temps pourrait ne pas être une substance ou une dimension fondamentale. Il pourrait être simplement la façon dont nous percevons certaines relations et certains processus à notre échelle. Au niveau fondamental, il n'y aurait pas de temps. Seulement des événements, des transitions, des changements dans l'état quantique de l'univers. Et ces changements, vus de notre perspective limitée, créent l'illusion d'un flux temporel. Cette perspective est à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle suggère que nous ne sommes pas vraiment prisonniers du temps, que la mort n'est peut-être pas une fin absolue, mais simplement une frontière dans le bloc univers, que tous les moments de joie, d'amour, de beauté que nous avons vécus existent encore quelque part dans la structure éternelle de la réalité. Ils ne sont pas perdus, ils sont simplement ailleurs dans le temps, aussi réels maintenant qu'ils l'étaient quand nous les avons vécus. Mais cette perspective est aussi terrifiante, parce qu'elle remet en question notre sens de l'identité, notre sentiment d'être des agents qui façonnent leur futur. Si tout existe déjà, si chaque décision que nous prendrons a déjà sa place dans le bloc univers, alors qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous des créateurs ou des découvreurs de notre propre vie? Explorons maintenant les expériences scientifiques qui ont poussé ces idées au-delà de la pure spéculation philosophique. Des expériences qui montrent que la nature du temps est encore plus étrange que nous l'imaginions. Commençons par l'une des expériences les plus célèbres et les plus troublantes de la physique quantique. L'expérience de la double fente. Si tu connais déjà cette expérience, porte attention quand même, car nous allons explorer une variante qui défie complètement notre sens du temps et de la causalité. Dans sa forme basique,
l'expérience est simple. Tu prends une source qui émet des particules, disons des photons de lumière ou des électrons. Tu les envoies vers un écran qui a deux fentes. Derrière cet écran, tu places un détecteur qui enregistre où les particules arrivent. Si les particules se comportaient comme de petites billes, comme des objets classiques, chacune passerait par une fente ou par l'autre. Tu verrais deux bandes sur le détecteur, une derrière chaque fente. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que tu observes à la place, c'est un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité, exactement comme ce que tu obtiendrais si tu envoyais des vagues à travers deux fentes. Les vagues passant par les deux fentes interfèrent entre elles, créant des zones où elles se renforcent et des zones où elles s'annulent. Cela suggère que chaque particule passe en quelque sorte par les deux fentes en même temps, qu'elle existe dans une superposition d'états, empruntant les deux chemins simultanément et qu'elle interfère avec elle-même. Mais voici où cela devient vraiment étrange. Si tu places un détecteur à chaque fente pour voir par quelle fente la particule passe vraiment, le motif d'interférence disparaît. Tu obtiens simplement deux bandes, comme si les particules se comportaient comme des billes classiques. L'acte d'observer semble changer le comportement de la particule. Cette expérience a été répétée des milliers de fois avec des variations infinies. Le résultat est toujours le même. Quand tu n'observes pas, tu obtiens un motif d'interférence qui suggère que la particule est dans une superposition. Quand tu observes, la superposition s'effondre et la particule se comporte comme un objet classique. Déjà, cela remet en question nos idées sur la réalité et l'observation. Mais attendez, il y a une version encore plus troublante de cette expérience. Elle s'appelle l'expérience du choix retardé et elle a été proposée pour la première fois par le physicien John Wheeler. Dans cette version, tu ne décides pas si tu vas mesurer par quelle fente la particule passe avant qu'elle n'atteigne les fentes. Tu attends. Tu laisses la particule traverser les fentes. Elle est déjà de l'autre côté, ayant supposément déjà emprunté un chemin ou l'autre, ou les deux. Et c'est seulement à ce moment-là, après que la particule a passé les fentes, que tu décides si tu vas mesurer son chemin ou non. La logique classique dirait que ta décision ne devrait rien changer. La particule a déjà fait ce qu'elle a fait. Elle a déjà emprunté un chemin ou les deux. Ton choix tardif ne peut pas modifier le passé. Mais ce n'est pas ce que montrent les expériences. Si tu décides de mesurer le chemin après que la particule a passé les fentes, elle se comporte comme si elle avait emprunté un seul chemin. Si tu décides de ne pas mesurer, elle se comporte comme si elle avait emprunté les deux chemins et interféré avec elle-même. Ton choix futur semble déterminer rétroactivement ce que la particule a fait dans le passé. L'effet précède la cause. Le futur influence le passé. Cette expérience a été réalisée en laboratoire avec une précision extraordinaire. En 2007, une équipe française a effectué une version de l'expérience avec des photons uniques. Ils ont confirmé que le choix de mesure, effectué après que le photon a traversé le dispositif, détermine comment le photon s'est comporté au moment où il a rencontré les fentes. Wheeler a proposé une version cosmologique de cette expérience. Imagine un quasar lointain, une galaxie brillante à des milliards d'années-lumière. Entre ce quasar et nous, il y a une galaxie massive qui agit comme une lentille gravitationnelle. Elle courbe l'espace-temps autour d'elle, ce qui crée deux chemins possibles pour la lumière du quasar pour nous atteindre. Un chemin contourne la galaxie par la gauche, l'autre par la droite. Si nous configurons nos télescopes pour détecter l'interférence entre ces deux chemins, nous trouvons que les photons semblent avoir emprunté les deux chemins. Si nous configurons nos télescopes pour déterminer quel chemin le photon a emprunté, nous trouvons qu'il en a emprunté un seul. Mais ces photons ont commencé leur voyage il y a des milliards d'années. La galaxie qui sert de lentille est à mi-chemin entre nous et le quasar. Le photon a rencontré cette bifurcation il y a des milliards d'années, bien avant que la Terre n'existe même. Et pourtant,
Notre choix de mesure aujourd'hui semble déterminer quel chemin le photon a emprunté à cette époque lointaine. C'est comme si notre action présente envoyait une influence en arrière dans le temps, façonnant des événements qui se sont produits dans un passé cosmique profond. Le futur modifie le passé. Le temps n'est pas un fleuve unidirectionnel, mais un réseau complexe de relations causales qui peuvent pointer dans les deux directions. Bien sûr, il y a d'autres interprétations. Certains physiciens disent que cela ne signifie pas vraiment que nous influençons le passé, que la réalité quantique est simplement non locale et atemporelle, que les événements ne se solidifient pas tant qu'ils ne sont pas observés, peu importe quand ils se sont produits dans notre cadre temporel. Mais quelle que soit l'interprétation, le message est clair. Le temps quantique ne se comporte pas comme le temps classique. L'ordre causal que nous tenons pour acquis, cette idée que les causes précèdent toujours les effets, n'est pas absolu. Au niveau quantique, le temps est plus fluide, plus étrange, plus mystérieux. Il y a aussi le phénomène de l'intrication quantique. Quand deux particules sont intriquées, elles forment un système unique, même si elles sont séparées par de grandes distances. Une mesure effectuée sur une particule affecte instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Einstein appelait cela une action fantôme à distance, et il pensait que cela prouvait que la mécanique quantique était incomplète. Il ne pouvait pas accepter que quelque chose puisse voyager plus vite que la lumière. Mais les expériences ont prouvé qu'Einstein avait tort sur ce point. L'intrication est réelle. Les corrélations entre particules intriquées sont instantanées. Mais voici la question. Si deux particules intriquées peuvent être corrélées instantanément à travers l'espace, peuvent-elles aussi être corrélées à travers le temps? Peuvent-elles être intriquées non seulement à travers la distance, mais aussi à travers le passé et le futur? La réponse semble être oui. Des expériences récentes ont démontré ce qu'on appelle l'intrication temporelle. Des particules peuvent être intriquées avec des versions passées ou futures d'elles-mêmes ou d'autres particules. Une mesure effectuée aujourd'hui peut être corrélée avec une mesure qui sera effectuée demain, d'une manière qui ne peut pas être expliquée par des influences classiques. C'est comme si le temps lui-même était tissé dans le réseau quantique, comme si passé, présent et futur étaient tous connectés au niveau quantique dans un réseau atemporel de relations. Ces découvertes ont conduit certains physiciens à proposer que le temps émerge de l'intrication quantique, que ce que nous percevons comme le flux du temps est en réalité le processus d'intrication et de désintrication des particules, que l'univers est un réseau quantique géant où tout est connecté avec tout, à travers l'espace et à travers le temps, et que notre expérience linéaire du temps est simplement une façon limitée de percevoir ce réseau. Si cette vision est correcte, alors le passé n'est pas vraiment passé, et le futur n'est pas vraiment futur. Ils sont tous là, maintenant, intriqués dans la structure même de la réalité. Séparés de notre moment présent, non pas par un gouffre temporel, mais simplement par un manque de connexion directe dans le réseau quantique. Parlons maintenant d'une autre anomalie temporelle fascinante. La flèche du temps. Nous avons tous l'expérience que le temps a une direction. Les œufs se cassent, mais ne se réassemblent pas. Les glaçons fondent dans l'eau chaude, mais l'eau chaude ne gèle pas spontanément en glaçons. Les souvenirs sont du passé, jamais du futur. Le temps semble avoir une flèche qui pointe du passé vers le futur. Mais d'où vient cette flèche? Pourquoi le temps a-t-il une direction? Les lois fondamentales de la physique sont symétriques dans le temps. Les équations de Newton, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, même les équations de la mécanique quantique, toutes fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière dans le temps. Si tu filmais des particules interagissant selon ces lois et que tu passais le film à l'envers, tu verrais des processus parfaitement légaux selon la physique. Alors pourquoi notre expérience macroscopique du temps est-elle si irréversible? Pourquoi voyons-nous des œufs se casser, mais jamais se reconstituer? La réponse standard vient de la thermodynamique et d'un concept appelé l'entropie.
L'entropie est grossièrement une mesure du désordre ou de la dispersion de l'énergie. La deuxième loi de la thermodynamique dit que l'entropie d'un système fermé tend toujours à augmenter avec le temps. Un œuf intact a une faible entropie. Toutes ces molécules sont organisées dans une structure ordonnée. Quand l'œuf se casse, son entropie augmente. Les molécules se dispersent dans une configuration plus désordonnée. Et statistiquement, il y a beaucoup plus de façons pour les molécules d'être dispersées que d'être organisées dans la structure précise d'un œuf. Donc, l'œuf cassé est plus probable que l'œuf intact. La flèche du temps, selon cette vision, est simplement la direction dans laquelle l'entropie augmente. Le futur est la direction d'entropie plus élevée. Le passé est la direction d'entropie plus basse. Mais cela soulève une question profonde. Pourquoi l'entropie de l'univers était-elle si basse au début? Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si ordonné, si improbable? Le Big Bang était un état d'entropie extrêmement basse. Toute la matière et l'énergie de l'univers concentrées dans un point infiniment petit. Et depuis lors, l'entropie n'a fait qu'augmenter. Mais pourquoi? Si les lois de la physique sont symétriques dans le temps, pourquoi l'univers ne commence-t-il pas dans un état d'entropie élevé? Pourquoi commence-t-il dans cet état spécial, hautement ordonné, qui permet à la flèche du temps d'exister? C'est un des grands mystères de la cosmologie, et certains physiciens suggèrent que cela aussi pourrait être une illusion, que peut-être l'univers bloc dans son ensemble a une entropie constante, que la flèche du temps que nous percevons est simplement une caractéristique de notre position dans le bloc, que si nous pouvions voir l'univers de l'extérieur, nous verrions une structure symétrique sans flèche temporelle privilégiée. Imagine un livre. Vu de l'extérieur, c'est un objet statique et symétrique. Mais si tu es un personnage dans le livre, tu expérimentes l'histoire comme se déroulant dans un ordre. Tu te souviens des chapitres précédents et tu anticipes les chapitres suivants. Tu as une flèche narrative. Mais du point de vue extérieur, tous les chapitres existent simultanément et également. De même, nous pourrions être des personnages dans le livre de l'univers bloc. Nous expérimentons une flèche du temps parce que notre conscience se déplace le long de notre ligne de vie dans une direction d'entropie croissante. Mais vu de l'extérieur, l'univers n'a pas de telle flèche. Il est simplement là, complet et éternel. Mais si le temps est une illusion, si nous vivons dans un éternel présent, déguisé en flux, qu'est-ce que cela signifie pour nos relations, pour l'amour, pour la perte? Quand quelqu'un que nous aimons meurt, nous disons qu'il est parti, qu'il n'est plus là. Nous pleurons la perte, l'absence irréversible. Mais dans le bloc univers, personne ne part vraiment. Tous les moments où cette personne a existé continuent d'exister, aussi réels maintenant qu'ils l'ont jamais été. Ton être cher qui est décédé est toujours là, dans ces tranches d'espace-temps où sa vie s'est déroulée. Riant à une blague, marchant dans un parc, tenant ta main. Ces moments ne sont pas effacés. Ils sont éternels. Simplement, ta conscience ne peut plus les visiter directement, parce que ta ligne de vie a continué au-delà du point où elle intersectait la sienne. C'est une façon profondément différente de penser la mort. La mort n'est pas une annihilation, mais une frontière dans l'espace-temps. C'est le point où la ligne de vie de quelqu'un s'arrête de s'étendre dans la direction que nous appelons le futur. Mais tout ce qui précède ce point existe encore, figé dans l'ambre éternel de la réalité. Cette perspective peut offrir une forme de consolation. Elle suggère que rien de précieux n'est vraiment perdu. Chaque moment d'amour, chaque conversation, chaque sourire partagé est gravé pour toujours dans la structure de l'univers. Et d'une certaine manière, ceux que nous avons aimés continuent de vivre dans ces moments éternels. Mais cette consolation vient avec son propre genre de douleur. Parce que si ces moments existent éternellement, alors la séparation aussi. Le moment où tu as appris la nouvelle, le chagrin qui t'a submergé, les larmes que tu as versées, tout cela existe aussi pour toujours.
La souffrance n'est pas effacée par le temps parce que le temps ne s'écoule pas vraiment. Elle reste là, une partie permanente du paysage quadridimensionnel de ta vie. Peut-être que la sagesse est d'apprendre à embrasser les deux, d'accepter que la joie et la douleur, l'amour et la perte sont tous des aspects éternels de l'existence, que nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre, que la profondeur de notre chagrin mesure la profondeur de notre amour, et que les deux sont immortels. Il y a aussi une question troublante sur l'identité personnelle. Qui es-tu dans le bloc univers? Es-tu la personne que tu es maintenant, dans ce moment précis? Ou es-tu l'ensemble de ta ligne de vie, de la naissance à la mort? Es-tu une tranche du bloc ou le verre complet qui serpente à travers 4 dimensions? La philosophie a longtemps débattu de l'identité personnelle à travers le temps. Qu'est-ce qui fait que tu es la même personne aujourd'hui que tu étais il y a 10 ans? Ton corps a complètement changé. Tes cellules ont été remplacées plusieurs fois. Tes souvenirs, tes croyances, tes désirs sont différents. Alors qu'est-ce qui reste identique? Certains philosophes disent que c'est la continuité psychologique. Tu es la même personne parce qu'il y a une chaîne continue de souvenirs et d'expériences qui te connectent à ton soi passé. D'autres disent que c'est la continuité physique du cerveau ou du corps, même si les cellules changent. Mais dans le bloc univers, ces notions de continuité doivent être repensées, parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité temporelle. Il y a juste une série de tranches d'espace-temps, chacune contenant une version de toi à un moment différent. Ces tranches sont reliées géométriquement dans le bloc, formant ta ligne de vie. Mais elles existent toutes simultanément. Elles ne se succèdent pas. Alors peut-être que tu n'es pas une chose qui persiste à travers le temps. Peut-être que tu es un processus quadridimensionnel. Un objet étendu dans le temps de la même manière qu'un objet ordinaire est étendu dans l'espace. Tout comme une table a une longueur, une largeur et une hauteur, tu as une longueur, une largeur, une hauteur et une durée. Et tout comme tu ne penses pas qu'une table cesse d'exister parce que tu ne peux voir qu'une tranche bidimensionnelle d'elle à la fois, tu ne devrais peut-être pas penser que ton soi passé a cessé d'exister. Il est simplement dans une autre partie de ta structure quadridimensionnelle. Cette vision a des implications étranges. Elle suggère que toutes les versions de toi, à tous les âges, existent en ce moment même. Le bébé que tu étais, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard que tu seras. Tous coexistent dans différentes régions du bloc univers. Dans un sens très réel, tu es en train de naître en ce moment et en train de mourir. Ces événements ne sont pas dans le passé ou le futur. Ils sont simplement ailleurs dans le temps, aussi présents que ton maintenant, juste pas accessible à ta conscience actuelle. C'est un renversement complet de notre façon habituelle de penser. Nous pensons que nous sommes des entités qui existent maintenant et qui ont une histoire. Mais dans le bloc univers, nous sommes des entités qui existent partout dans notre ligne de vie, et le maintenant est juste un point focal arbitraire de la conscience. Imagine que tu pourrais déplacer ta conscience le long de ta ligne de vie comme tu déplaces ton regard le long d'une route. Tu pourrais revisiter ta 5e année d'anniversaire, pas comme un souvenir, mais comme une expérience directe. Tu serais littéralement cet enfant de 5 ans à nouveau, vivant ce moment avec toute sa fraîcheur originale. Puis tu pourrais sauter à ton dernier jour de lycée, à ton mariage, à la naissance de ton enfant. Chaque moment accessible, chaque expérience renouvelable. Ta vie entière serait comme un film que tu pourrais regarder dans n'importe quel ordre. Sauf que tu ne le regarderais pas, tu le vivrais. Cette capacité n'existe pas, bien sûr. Nous sommes coincés dans une progression linéaire le long de notre ligne de vie, expérimentant les moments dans l'ordre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui contraint notre conscience à suivre ce chemin particulier? C'est une des grandes questions ouvertes. Si le bloc univers existe et si tous les moments sont également réels, pourquoi ne pouvons-nous pas nous déplacer librement entre eux? Pourquoi cette progression unidirectionnelle obligatoire? La réponse pourrait être liée à l'entropie et à la flèche thermodynamique du temps dont nous avons parlé plus tôt.
Notre conscience pourrait être contrainte de suivre la direction d'entropie croissante. Les processus neuronaux qui créent la conscience nécessitent une augmentation locale d'entropie. Ils consomment de l'énergie, génèrent de la chaleur, augmentent le désordre. Et ces processus ne peuvent se produire que dans une direction. Donc, même si tous les moments existent, notre conscience ne peut les expérimenter que dans un ordre particulier, celui dicté par la thermodynamique. Nous sommes des surfeurs sur la vague de l'entropie, contraints de nous déplacer du passé à basse entropie vers le futur à haute entropie. Mais peut-être que cette contrainte n'est pas absolue. Peut-être que dans certaines circonstances, avec certaines technologies ou techniques, nous pourrions apprendre à naviguer dans le bloc univers différemment, à visiter des moments hors séquence, à expérimenter le temps de façon non linéaire. C'est de la pure spéculation, évidemment, mais c'est une spéculation qui a inspiré d'innombrables œuvres de science-fiction. Le voyage dans le temps, sous une forme ou une autre, est un des thèmes les plus populaires de l'imaginaire humain. Pourquoi sommes-nous si fascinés par cette idée? Peut-être parce qu'au fond, nous sentons que le temps est malléable, que la structure rigide de passé, présent, futur n'est pas aussi solide qu'elle le semble, que quelque part, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, le temps peut être transcendé, manipulé, exploré. Les physiciens ont effectivement découvert des solutions théoriques aux équations de la relativité générale qui permettent ce qu'on appelle des courbes temporelles fermées. Ce sont des chemins dans l'espace-temps qui bouclent sur eux-mêmes, permettant en principe de voyager dans le passé. Le plus célèbre est la solution de Gödel, trouvée par le mathématicien Kurt Gödel en 1949. Il a montré que dans un univers en rotation, il pourrait exister des chemins qui vous ramènent à votre propre passé. Einstein était profondément troublé par cette découverte. Elle suggérait que les équations qu'il avait créées permettaient des paradoxes temporels. Il y a aussi les trous de verre théoriques, des tunnels dans l'espace-temps qui pourraient connecter des régions éloignées de l'espace et potentiellement du temps. Si tu pouvais stabiliser un trou de verre et le manipuler correctement, il pourrait théoriquement servir de machine à voyager dans le temps. Bien sûr, toutes ces solutions sont hautement théoriques. Elles nécessitent des conditions exotiques comme de la matière à énergie négative, qui n'existe peut-être pas. Et même si elles étaient physiquement possibles, elles soulèvent des paradoxes logiques redoutables. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Si tu voyages dans le passé et tues ton grand-père avant qu'il ne rencontre ta grand-mère, tu ne naîtrais jamais. Mais si tu ne nais jamais, tu ne peux pas voyager dans le passé pour tuer ton grand-père. Donc, tu nais. Donc, tu peux voyager dans le passé. Et ainsi de suite, dans une boucle logique infinie. Comment résoudre ce paradoxe? Une solution est l'hypothèse de protection chronologique proposée par Stephen Hawking. Elle suggère que les lois de la physique conspirent toujours pour empêcher les voyages dans le temps qui créeraient des paradoxes. Chaque fois que tu essaies de créer une machine à voyager dans le temps, quelque chose la fait échouer. Une autre solution est l'interprétation des mondes multiples. Si tu voyages dans le passé et changes quelque chose, tu ne changes pas ton propre passé. Tu crées une nouvelle branche de la réalité, un univers parallèle où les événements se déroulent différemment. Ton passé original reste intact dans une autre branche. Et puis il y a la solution du bloc univers cohérent. Dans cette vision, les voyages dans le temps sont possibles mais ne peuvent jamais créer de paradoxe, parce que le bloc univers est autocohérent. Si tu voyages dans le passé, c'était toujours dans le bloc que tu le ferais. Tes actions dans le passé font partie de l'histoire qui a toujours été. Tu ne peux pas changer le passé parce qu'il est fixe. Tu peux seulement accomplir ce qui s'est toujours produit. Imagine que tu voyages en arrière et essaies de tuer ton grand-père. Tu échoueras nécessairement. Peut-être que ton arme s'enrayera, ou quelqu'un t'en empêchera, ou tu découvriras que l'homme que tu pensais être ton grand-père ne l'est pas vraiment. D'une manière ou d'une autre, les événements conspireront pour maintenir la cohérence du bloc univers.
C'est une vision déterministe, mais pas paradoxale. Le voyage dans le temps est possible, mais tu n'as pas le libre arbitre de changer le passé. Tu as seulement la liberté d'accomplir ce qui était toujours destiné à se produire. Ces idées semblent appartenir à la science-fiction, mais elles sont sérieusement discutées par les physiciens théoriciens. Elles révèlent à quel point notre compréhension du temps est devenue étrange et malléable à la lumière de la physique moderne. Revenons maintenant à une question plus immédiate. Si le temps est une illusion, comment devrions-nous vivre? Cette connaissance change-t-elle quelque chose à nos choix quotidiens, à nos valeurs, à la façon dont nous habitons notre existence? Certains pourraient tomber dans le nihilisme. Si tout existe déjà, si nos choix ne peuvent pas changer ce qui est écrit dans le bloc univers, pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Pourquoi faire des efforts? Pourquoi poursuivre des rêves? Pourquoi essayer d'être une meilleure personne? Mais cette réaction manque le point essentiel. Oui, tes choix existent déjà dans le bloc univers, mais ils sont toujours tes choix. Le fait qu'ils existent éternellement ne les rend pas moins réels ou moins importants. Au contraire, cela leur donne un poids encore plus grand. Chaque choix que tu fais est gravé pour toujours dans la structure de la réalité. Chaque acte de bonté, chaque moment de courage, chaque création de beauté devient une partie permanente de l'univers. Tu n'es pas en train de griffonner sur le sable que les vagues effaceront. Tu es en train de sculpter dans la pierre éternelle. De même, chaque acte de cruauté, chaque moment de lâcheté, chaque destruction reste aussi gravé pour toujours. Tes choix ont des conséquences éternelles, pas temporaires. Cette perspective devrait en fait augmenter notre sens de la responsabilité, pas le diminuer, parce que nous ne pouvons pas nous dire que le temps guérira toutes les blessures, que tout sera oublié, que rien n'a vraiment d'importance à long terme. Dans le bloc univers, tout compte, tout reste, tout est éternel. Il y a aussi une libération dans cette vision. Si le futur existe déjà, alors tout ce que tu vas accomplir, tu l'as déjà accompli quelque part dans le bloc. Tous les obstacles que tu vas surmonter, tu les as déjà surmontés. Toute la croissance que tu vas expérimenter, tu l'as déjà expérimentée. Cela peut donner une confiance profonde. Non pas parce que le succès est garanti, mais parce que le processus est complet. Ta vie, dans sa totalité, existe déjà comme une œuvre finie. Tu n'es pas en train de l'improviser au fur et à mesure. Tu es en train de la découvrir, de la vivre, de l'actualiser dans ta conscience. C'est comme lire un livre dont tu es le personnage principal. L'histoire est déjà écrite, mais tu ne connais pas la fin. Tu dois tourner chaque page, vivre chaque chapitre, expérimenter chaque tournant de l'intrigue. Le fait que l'histoire existe déjà ne gâche pas le suspense ou l'émotion. Cela la rend simplement éternelle. Et peut-être que nous pouvons apprendre à vivre avec plus de présence. Parce que si le temps n'existe pas vraiment, si seul le présent est réel dans notre expérience, alors ce moment, ici et maintenant, est tout ce que nous avons vraiment. Pas dans le sens où le futur n'existe pas, mais dans le sens où nous ne pouvons jamais expérimenter que le présent. Le passé est accessible seulement comme souvenir. Le futur est accessible seulement comme anticipation. Mais les deux existent dans le présent de ta conscience. Donc, finalement, tout se passe maintenant. Toute ton expérience de vie, passée, présente et future, se produit dans le maintenant éternel de la conscience. Cette réalisation est au cœur de nombreuses pratiques de pleine conscience et de méditation. L'invitation à être pleinement présent, à lâcher les ruminations sur le passé et les anxiétés sur le futur, à habiter complètement ce moment unique. Mais avec la compréhension du bloc univers, cette pratique prend une profondeur supplémentaire. Ce n'est pas juste une technique psychologique pour réduire le stress. C'est un alignement avec la nature fondamentale de la réalité, une reconnaissance que le flux du temps est une construction mentale et que la vérité est l'éternel présent. Quand tu médites profondément et que le sens du temps s'évanouit, tu ne crées pas artificiellement cet état.
Tu retires les hélices, constructions mentales qui obscurcissent la réalité. Tu laisses tomber l'illusion du temps et tu expérimentes directement la nature atemporelle de l'existence. C'est peut-être ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours essayé de nous dire. Que le temps est une illusion, que l'éternité n'est pas un futur lointain, mais un présent toujours accessible, que nous vivons déjà dans l'infini si seulement nous pouvons le reconnaître. Et maintenant, la science moderne, avec ses équations et ses expériences, arrive à la même conclusion par un chemin complètement différent. La physique et la mystique convergent, pointant vers la même vérité troublante et magnifique. Le temps n'existe pas vraiment. Nous sommes prisonniers d'un éternel présent, mais ce n'est pas une prison. C'est notre demeure naturelle. C'est la réalité elle-même. Alors qu'est-ce que cela signifie d'être humain dans un univers sans temps? Cela signifie que nous sommes des points de conscience voyageant à travers un paysage éternel, que chaque moment que nous expérimentons a toujours existé et existera toujours, que nous ne sommes pas en train de créer notre vie, mais de la découvrir, de l'actualiser, de la rendre vivante dans notre conscience. Cela signifie que rien n'est vraiment perdu et rien n'est vraiment gagné. Tout est simplement là, dans la vaste structure quadridimensionnelle de la réalité. Nous nous déplaçons à travers cette structure, notre conscience illuminant un moment après l'autre comme une lampe torche dans l'obscurité. Et peut-être que le but de l'existence n'est pas d'arriver quelque part, pas d'accomplir quelque chose, pas de devenir quelqu'un. Peut-être que le but est simplement d'expérimenter, d'être conscient, de transformer le potentiel éternel du bloc univers en expérience vivante, ressentie, consciente. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même, la façon dont la réalité atemporelle devient expérience temporelle, la façon dont l'éternité se transforme en histoire. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus profond de tous. Pourquoi la conscience existe-t-elle? Si l'univers est un bloc géométrique figé dans l'éternité, pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être une partie de ce bloc? Pourquoi n'est-ce pas simplement de la matière inerte, des particules arrangées dans des configurations complexes, mais sans vie intérieure, sans expérience, sans lumière subjective? Cette question nous ramène au problème difficile de la conscience que nous avons évoqué plus tôt. Et peut-être que la réponse se trouve dans la nature même du temps et de la réalité. Peut-être que la conscience n'est pas un accident, pas un sous-produit accidentel de cerveau complexe. Peut-être qu'elle est fondamentale. Peut-être que l'univers est conscient à son niveau le plus basique, et ce que nous appelons la conscience humaine est simplement une forme concentrée et organisée de cette conscience primordiale. Cette idée s'appelle le panpsychisme, et elle a une longue histoire philosophique. Elle suggère que même les particules élémentaires ont une forme rudimentaire d'expérience, un proto-conscience. Et quand ces particules s'organisent en structures de plus en plus complexes, leurs expériences individuelles se combinent et s'amplifient, créant éventuellement la riche conscience que nous expérimentons. Dans cette vision, l'univers entier est vivant, conscient, expérientiel. Le bloc univers n'est pas une structure morte, mais un vaste champ de conscience. Et chaque point de l'espace-temps, chaque événement, chaque interaction a une qualité expérientielle, aussi minime soit-elle. Ton expérience consciente maintenant ne serait alors pas une exception étrange dans un univers autrement mort. Elle serait une expression locale et intensifiée de la conscience universelle. Tu serais l'univers devenu conscient de lui-même en ce point particulier de l'espace-temps. Cette perspective transforme complètement notre relation avec la réalité. Nous ne sommes pas des étrangers dans un cosmos indifférent. Nous sommes le cosmos. Nous sommes la façon dont l'univers s'expérimente lui-même. Chaque sensation que tu ressens, chaque pensée que tu penses, chaque émotion que tu éprouves, est l'univers se ressentant, se pensant, s'éprouvant lui-même. Et si le temps est une illusion, si tous les moments existent simultanément, alors toute la conscience qui a jamais existé ou existera jamais existe maintenant. Toutes les expériences de tous les êtres à tous les moments coexistent dans le présent éternel.
L'univers est un chœur infini de voix conscientes, toutes chantant simultanément dans l'éternité. Cette vision a une beauté vertigineuse. Elle suggère que tu n'es jamais vraiment seul, que ta conscience fait partie d'un océan cosmique de conscience, que la séparation entre toi et les autres, entre toi et l'univers, est une illusion créée par la perspective limitée de l'ego. Au niveau le plus profond, il n'y a qu'une seule conscience se manifestant à travers une infinité de points de vue. Et tous ces points de vue existent ensemble dans le maintenant éternel, créant une symphonie d'expériences qui est l'univers lui-même. Les mystiques ont toujours parlé de cette unité, de la dissolution des frontières entre le soi et le tout, de l'expérience directe que tout est un, que la séparation est illusion. Maintenant, la physique moderne pointe vers la même vérité. Non pas que tout soit littéralement la même chose, mais que tout est interconnecté d'une manière si profonde que les distinctions deviennent arbitraires. Dans le bloc univers, ta ligne de vie et la mienne ne sont pas des entités séparées. Elles sont des parties d'une même structure. Elles s'entrelacent, s'influencent, font partie du même tissu quadridimensionnel. Nous sommes comme des vagues sur le même océan. Nous semblons séparés à la surface, mais au fond, nous sommes la même eau, le même mouvement, la même réalité. Et si nous ajoutons l'intrication quantique à cette image, les connexions deviennent encore plus profondes. Au niveau quantique, nous ne sommes pas simplement dans le même univers. Nous sommes intriqués avec lui. Chaque particule de ton corps a été intriquée avec d'innombrables autres particules à travers l'histoire cosmique. Tu es littéralement tissé dans le tissu de l'univers par des fils quantiques qui s'étendent dans toutes les directions de l'espace-temps. Tu n'es pas dans l'univers. Tu es de l'univers. Tu es une expression locale, temporaire, mais éternelle, de la créativité cosmique. Tu es l'univers se connaissant lui-même sous la forme d'un être humain vivant sur une petite planète bleue en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Cette perspective devrait susciter un émerveillement profond. Chaque fois que tu regardes les étoiles, tu regardes ta propre origine. Chaque atome de ton corps a été forgé dans le cœur d'une étoile mourante. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Et plus encore, tu es de la poussière d'étoiles qui est devenue consciente, qui peut se poser des questions sur sa propre nature, qui peut contempler l'infini et essayer de le comprendre. Nous sommes la façon dont l'univers philosophe sur lui-même, la façon dont le cosmos devient poésie, musique, mathématiques, amour. Nous ne sommes pas des accidents insignifiants sur un rocher insignifiant. Nous sommes des miracles, des points de conscience dans un univers qui autrement ne se connaîtrait jamais lui-même. Et si le temps est une illusion, alors chaque moment de conscience est éternel. Chaque fois qu'un humain a regardé un coucher de soleil avec émerveillement, cet émerveillement existe pour toujours. Chaque fois qu'une mère a tenu son nouveau-né avec amour, cet amour est éternel. Chaque moment de beauté, de joie, de connexion est gravé pour toujours dans le bloc univers. Mais aussi chaque moment de souffrance. Chaque douleur, chaque peur, chaque désespoir existe aussi éternellement. C'est le poids et la tragédie du bloc univers. Rien n'est guéri par le temps parce que le temps ne guérit pas vraiment. Il ne fait que nous déplacer vers d'autres moments. Alors que faisons-nous avec cette connaissance? Comment vivons-nous sachant que chaque moment est éternel, que la joie et la souffrance sont toutes deux permanentes? Peut-être que nous apprenons à choisir nos moments plus soigneusement, à créer plus de beauté, plus de gentillesse, plus d'amour, sachant que ces moments enrichiront l'univers pour l'éternité. À réduire la souffrance, la cruauté, la destruction, sachant qu'elles aussi durent pour toujours. Peut-être que nous apprenons l'acceptation profonde, que nous arrêtons de lutter contre ce qui est, que nous cessons de souhaiter que le passé ait été différent ou que le futur soit autre que ce qu'il sera, parce que tout est déjà là, déjà complet,
déjà parfait dans sa totalité même avec toutes ses imperfections. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est une reconnaissance de la réalité. C'est voir clairement ce qui est, plutôt que de se perdre dans des fantasmes de ce qui pourrait être ou aurait pu être. Et paradoxalement, cette acceptation libère notre capacité à agir, parce que quand nous arrêtons de résister à la réalité, nous pouvons travailler avec elle plutôt que contre elle. Nous pouvons faire nos choix depuis un lieu de clarté plutôt que de confusion. Nous pouvons créer notre part du bloc univers avec intention et conscience plutôt qu'avec résistance et peur. Récapitulons maintenant ce voyage que nous avons fait ensemble. Nous avons commencé avec une question simple. Et si le temps n'existe pas? Et si ce flux que nous ressentons si intimement n'était qu'une illusion créée par notre cerveau? Nous avons exploré la théorie du bloc univers, cette vision radicale issue de la relativité d'Einstein, qui suggère que tous les moments, passés, présents et futurs, coexistent dans une structure quadridimensionnelle éternelle. Nous avons vu comment la physique moderne, de la relativité à la mécanique quantique, remet en question notre notion intuitive du temps comme flux objectif. Nous avons examiné les expériences troublantes de choix retardés qui montrent que le futur peut influencer le passé. L'intrication quantique qui connecte les événements au-delà de l'espace et peut-être au-delà du temps. Les anomalies temporelles, comme le pressentiment et la synchronicité, qui suggèrent que les frontières entre passé, présent et futur sont plus poreuses que nous le pensons. Nous avons plongé dans les neurosciences de la perception temporelle, découvrant que notre sens du maintenant, notre expérience du flux temporel, est une construction du cerveau, que le temps subjectif que nous vivons est une simulation créée par notre système nerveux pour nous aider à naviguer dans un bloc univers qui ne connaît pas de tel flux. Nous avons exploré comment les traditions mystiques et spirituelles du monde entier ont toujours enseigné que le temps est une illusion, que la réalité ultime est un présent éternel au-delà du changement, et comment cette sagesse ancienne converge maintenant avec les découvertes de la science moderne. Et nous avons réfléchi aux implications de tout cela pour notre vie, pour notre identité, nos relations, nos choix, notre sens de l'existence. Nous avons vu que loin d'être nihiliste ou déprimant, la vision du bloc univers peut être profondément libératrice et significative. Alors, sommes-nous vraiment piégés dans un éternel présent? La réponse est à la fois oui et non. Oui, dans le sens où la réalité objective ne connaît peut-être pas de temps qui s'écoule, où tous les moments existent éternellement dans la structure de l'espace-temps, où nous vivons toujours, dans un sens très réel, dans le présent. Mais non, dans le sens où ce n'est pas une prison. Notre expérience du temps, aussi illusoire soit-elle objectivement, est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous permet d'avoir des histoires, des mémoires, des espoirs. C'est ce qui donne texture et signification à notre existence. Le temps est une illusion, mais c'est une illusion nécessaire. C'est l'interface que la conscience utilise pour interagir avec le bloc univers. C'est la façon dont l'éternité se transforme en expérience vécue. Et peut-être que le but de tout cela, si on peut parler de but, est simplement l'expérience elle-même. L'univers se créant et se connaissant à travers une infinité de perspectives conscientes. Chacune de nous est une façon unique pour le cosmos de s'expérimenter lui-même. Voici la question finale qui devrait résonner dans ton esprit. Si tous les moments de ta vie existent déjà, gravés dans l'éternité, si ton futur est aussi réel que ton passé, si tu es déjà complet dans la structure quadridimensionnelle de la réalité, alors qui es-tu vraiment? Es-tu le voyageur conscient qui découvre ces moments un par un? Ou es-tu le voyage entier, la totalité de ta ligne de vie existant dans un présent éternel? Es-tu en train de vivre ta vie ou de la découvrir? Es-tu en train de créer ton futur ou de te souvenir de ce qui a toujours été? Peut-être que ces questions n'ont pas de réponse simple. Peut-être que tu es tout cela à la fois. Le voyageur et le voyage. Le créateur et la création. Le moment et l'éternité. Une perspective limitée sur une réalité infinie.
une vague prenant conscience qu'elle est l'océan. Si ce voyage t'a touché, si ces idées résonnent en toi, si tu veux continuer à explorer les mystères profonds de la conscience et de la réalité, rejoins cette communauté de chercheurs. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos explorations futures. Partage cette réflexion avec ceux qui, comme toi, ne se contentent pas des réponses faciles. Laisse un commentaire pour nous dire comment cette perspective change ta façon de voir ta propre vie. Parce qu'au final, ces questions ne sont pas abstraites. Elles touchent au cœur même de ce que signifie être humain, de ce que signifie exister, de ce que signifie être conscient dans un univers qui pourrait ne pas connaître le temps. Nous vivons dans l'éternel présent. Chaque moment est tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons jamais. Et pourtant, chaque moment contient l'éternité. Le passé vit en nous comme mémoire. Le futur vit en nous comme possibilité. Et le présent est le point de rencontre où l'éternité devient expérience. Peut-être que la sagesse n'est pas de comprendre le temps, mais de l'embrasser, de vivre pleinement dans le paradoxe, d'accepter que nous sommes à la fois temporels et éternels, que nous changeons constamment et que nous sommes déjà complets, que nous créons notre vie et que nous la découvrons. Le temps est le plus grand mystère, plus mystérieux que l'espace, plus mystérieux que la matière, plus mystérieux peut-être que la conscience elle-même, parce que le temps est ce qui lie tout ensemble. C'est la dimension dans laquelle l'existence se déploie, où les causes produisent des effets, où les histoires se racontent. Et maintenant, nous découvrons que cette dimension si familière, si évidente, pourrait ne pas exister du tout dans la réalité objective, que c'est un artefact de notre perception, une construction de notre conscience, une façon de donner un sens à une réalité plus vaste et plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Alors respire profondément, sens ce moment, ce maintenant unique qui ne reviendra jamais et qui pourtant existe pour toujours. Regarde autour de toi avec des yeux neufs, sachant que cette scène, exactement telle qu'elle est, fait partie du tissu éternel de l'univers, que dans 1000 ans, dans 1 million d'années, ce moment existera toujours quelque part dans le bloc univers, aussi réel qu'il l'est maintenant. Tu es immortel, pas dans le sens où tu vivras pour toujours dans le futur, mais dans le sens où chaque moment de ta vie existe pour toujours dans l'éternité. Tu es déjà éternel. Tu l'as toujours été. Tu ne peux pas ne pas l'être. Et avec cette connaissance, peut-être peux-tu vivre différemment, avec plus de présence, sachant que seul ce moment est directement accessible, avec plus de compassion, sachant que la souffrance des autres est aussi éternelle que la tienne, avec plus de gratitude, sachant que chaque moment de beauté et de joie enrichit l'univers pour toujours. Le temps n'existe peut-être pas, mais l'amour existe, la beauté existe, la conscience existe, l'expérience existe. Et peut-être que c'est tout ce qui compte vraiment, pas la structure abstraite de l'espace-temps, mais la texture vivante de l'existence vécue. Nous sommes des êtres temporels dans un univers atemporel, des voyageurs à travers l'éternité, découvrant un moment à la fois ce qui a toujours été et sera toujours. Nous sommes le miracle par lequel l'univers se réveille à lui-même. Et dans ce réveil, dans cette conscience que nous sommes, le temps trouve son sens, non pas comme une dimension objective de la réalité, mais comme la structure même de l'expérience consciente. Le temps est peut-être une illusion, mais c'est l'illusion la plus belle et la plus nécessaire. C'est ce qui transforme l'éternité morte en vie. C'est ce qui transforme le silence cosmique en symphonie. Alors oui, nous vivons piégés dans un éternel présent. Mais ce n'est pas une prison, c'est notre demeure. C'est le jardin dans lequel nous fleurissons. C'est l'océan dans lequel nous nageons. C'est la danse éternelle de la conscience et de la réalité, créant à chaque instant l'expérience miraculeuse d'être vivant. Ferme les yeux un instant. Sens le poids de ton corps. Écoute les sons autour de toi. Remarque tes pensées qui passent comme des nuages dans le ciel de ta conscience. C'est ça,
L'éternel présent. Pas un concept abstrait, mais cette expérience vivante, palpitante, immédiate. Et cette expérience est tout ce que nous avons. Elle est tout ce que nous sommes. Elle est tout ce qui est. Le temps n'existe peut-être pas, mais ce moment existe. Tu existes. Et dans cette existence, dans cette conscience qui illumine l'éternité, l'univers trouve son sens et sa beauté. Reste curieux. Reste émerveillé. Continue de questionner. Parce que les mystères les plus profonds ne sont jamais complètement résolus. Ils s'approfondissent seulement, révélant des couches toujours plus profondes de merveille et d'étrangeté. Et souviens-toi, chaque fois que tu regardes le ciel nocturne et que tu vois les étoiles, tu regardes dans le passé. La lumière que tu vois a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour atteindre tes yeux. Ces étoiles existent là-bas, dans leur passé, et ici, dans ton présent, simultanément. L'univers entier est une tapisserie de maintenant entrelacés, de présents multiples tissés ensemble dans la structure de l'espace-temps. Tu es une partie de cette tapisserie, un fil d'or dans le tissu cosmique, et ton histoire, avec tous ces moments de joie et de tristesse, de triomphe et d'échec, d'amour et de perte, est brodée pour toujours dans l'éternité. Vis bien, aime profondément, crée de la beauté, parce que tout ce que tu fais résonne dans l'éternité. Tu es en train d'écrire ta partie de l'histoire cosmique, et cette histoire, une fois écrite, ne s'efface jamais. Le temps n'existe peut-être pas, mais toi, tu existes. Maintenant et pour toujours. Dans l'éternel présent, qui est ton unique et véritable demeure.